messieurs, bonjour. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à l'agriculture de demain de l'Institut Jean Garon. Aujourd'hui, à l'animation, M. Simon Bégin et M. Michel Saint-Pierre. Messieurs, bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Écoutez, ici, à l'Institut Jean Garon, de notre émission, souvent, on s'est penché sur des luttes citoyennes. Ça nous interpelle, ça nous intéresse. On n'a qu'à penser au cas de les terres des Sœurs de la Charité. C'est vraiment une mobilisation citoyenne qui avait empêché le développement de ces terres-là. Plus récemment, on a reçu les gens de Saint-Augustin, des Maures, où là aussi des citoyens s'organisent pour empêcher des grands dézonages. Il y a eu la MRC de Montcalm, où les gens se sont mobilisés, se mobilisent encore pour protéger les milieux naturels, protéger les terres agricoles. Alors, au Québec, un des groupes citoyens qui se mobilisent pour faire entendre la voix des gens concernant des grands enjeux de cette nature-là, un des plus vieux, sinon le plus vieux, s'appelle le groupe d'initiative et de recherche appliquée au milieu, le GIRAM, né à Lévis, je le connais très bien, moi je suis un gars de Lévis, donc j'ai vu GIRAM à l'œuvre pendant de nombreuses années, et GIRAM vient de fêter son 40e anniversaire. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le président de GIRAM, M. Pierre-Paul Sénéchal, pour nous parler un peu de l'histoire de ce groupe de citoyens. Comment ils se distinguent, comment ils se démarquent. Souvent, on voit des groupes de citoyens se mobiliser, c'est pas dans ma cour. C'est des gens qui s'opposent à des projets qui peuvent être des projets bons pour la collectivité, mais qui les dérangent. Alors, GIRAM, comment vous vous situez? Alors, Pierre-Paul, bienvenue. Merci de participer à notre émission. Alors, écoute, d'emblée, j'aimerais simplement te dire de nous présenter GIRAM et peut-être de nous donner quelques exemples de vos actions au cours de ces 40 dernières années. OK, donc, comme tu le soulignes, Simon, on est né en 1983, 40 ans déjà. On est un groupe citoyen, mais avec cette particularité qu'il a 3 missions bien campées. La première, c'est l'aménagement durable. La deuxième, la protection de l'environnement. Troisième, la protection du patrimoine culturel ou le patrimoine bâti du Québec. Donc, la plupart des dossiers que l'on traite sont analysés ou traités selon ce prisme de nos 3 missions. Au début, la zone d'intervention était plus locale, donc ça a été créé comme organisme au Cégep de Lévis. C'était essentiellement des profs du collège. Et donc, les dossiers ont été plutôt des dossiers de recherche, je dirais, d'analyse, des documents plus didactiques qui pouvaient être utiles pour les étudiants. Mais lentement et graduellement, on a élargi l'action à des problématiques plus politiques. Et graduellement, donc, la mission s'est corsée davantage et le groupe est devenu plus régional et je dirais même aujourd'hui, il a même une reconnaissance nationale et les dossiers, toujours dans les 3 missions, là, sont très variés. Donc, peut-être faire un bref survol là, des dossiers les plus importants. Il y a eu une phase où on a traité, je n'y étais pas à ce moment-là, des grands dossiers énergétiques du Québec, là. Par exemple, le projet Solid-Gaz à Varennes, où on voulait transporter sur le fleuve des pétroles liquides. Il y a eu, bien sûr, ça a été un combat avec d'autres organismes aussi, là, le projet Énergie-Est qui s'en venait ici dans l'Est du Québec. Moi, j'ai traité la question des mini-centrales, mais toujours sous l'angle là, des triples missions. C'est important, cette triple mission, parce que ça donne du tonus, je pense, à l'analyse. Je vais vous donner l'exemple du dossier du terminal de conteneurs Laurentia, dans la baie de Beauport. Pour nous, contrairement aux autres organismes de Québec, là, on se devait de traiter l'impact sur je dirais le patrimoine mondial qui est la caractéristique principale de la Ville de Québec. On devait implanter une infrastructure lourde là, sur le plan industriel juste en face de la capitale nationale. Donc ça a été un élément important. L'élément santé, sécurité, on l'a traité
peut-être dans une moindre mesure, là, la question de l'environnement de l'air et de la pollution de l'air, mais la question ou le volet aménagement ou infrastructure municipale, ça, c'était un volet important pour nous parce qu'on amenait 377 000 conteneurs année dans un lieu confiné à l'est de la ville et il fallait sortir ça par les voies terrestres, là, donc par camion et par train. Donc là, il y avait un impact là, sur je dirais la circulation au Québec. Donc, ça a été un volet qu'on a traité davantage. Mais Pierre-Paul, je comprends que vous n'êtes pas un organisme d'une cause qui, une fois la cause réglée, l'organisme va disparaître. Vous êtes là avec une base de réflexion, de mission assez large. Donc, vous êtes dans la durée. Là, la preuve, c'est que c'est là que vous êtes depuis 40 ans. Maintenant, comment tu qualifierais, comment tu perçois l'importance de l'action citoyenne? Il me semble qu'actuellement, depuis quelques années, on la voit se manifester plus souvent, plus vigoureusement. Est-ce que, d'après toi, l'implication citoyenne ou l'organisation citoyenne a évolué ces dernières années ou ces dernières décennies? Je ne sais pas si je serais d'accord avec le constat qu'elle a pris de l'essor et augmenté. Moi, en tout cas, nous, on trouve qu'il y a un courant quand même assez d'individualisme au Québec. Les gens se détachent de la chose publique. Personnellement, je trouve que c'est plus difficile de s'impliquer. Mais je reviendrai à ça tantôt pour traiter un peu de la durée. Nous, on est là depuis 40 ans. C'est sûr que l'idée là, de la triple mission nous a donné une certaine originalité qui a fait qu'on n'était pas le groupe d'une cause, mais de plusieurs causes. Et d'ailleurs, on est très sollicité là, par des gens qui sont confrontés à des problématiques. La deuxième explication pour laquelle on a duré, on a recruté quand même des gens de qualité. Je pense à Michel Lessard, qui est quand même une personnalité connue à la grandeur du Québec, qui s'est impliqué pendant 15 ans. Et troisième élément, on a une capacité d'anticipation que je dirais les élus ou les intervenants normaux n'ont pas. Là. On a un certain recul comme organisme et ça nous permet de dégager une vision assez différente. Moi, je cite souvent Victor Hugo là-dessus, qui nous dit « qui voit de loin voit bien et qui voit de haut voit juste ». Et c'est vrai que dans la plupart des interventions auxquelles on s'est livré, on a vu juste et la réalité politique a fait que finalement, on avait vu juste. Sur la question de troisième lien, par exemple, là, la toute récente décision du gouvernement, c'est exactement celle que nous avons proposée à partir de 2017 lors d'une conférence de presse où il y avait pas mal de journalistes à Lévis, un lien sur rail uniquement reliant les deux centres-villes et c'est ce qui vient de sortir. Par contre, pour revenir à l'autre question, les OSBL ou les BNL, actuellement, leur rôle dans la démocratie, je dirais que le plus grand ennemi de notre action, c'est l'indifférence quand même, et des médias et des masses. Les gens, on n'est plus dans le Québec des années 80, 90, début des années 2000. On sent une certaine rétractation des citoyens par rapport à la chose publique et ça a un impact, je pense, sur la démocratie. Puis les organismes citoyens comme celui que je dirige ont pourtant une grande importance en démocratie. Ils sont vraiment le lien entre les citoyens et le pouvoir politique. Sans ces liens-là, l'individu seul ne peut pas faire grand-chose. Il y a besoin d'un lieu de médiation qui est souvent le groupe de pression ou l'organisme citoyen. Et c'est pas nécessairement facile parce que des organismes comme la nôtre, là, on vit de bénévolat à 100%, aucun financement gouvernemental récurrent, on n'a pas de permanence.
la relève est quand même difficile. Bon, ben, bienvenue dans le club. L'Institut Jean Garon, ça ressemble à ça pas mal, n'est-ce pas, Michel? on se reconnaît, Ouais. on se reconnaît surtout, sûrement bien là-dessus. Mais je pense que c'est en bonne partie dû au fait que le monde a changé. Maintenant, il y a quand même... on sent que l'enjeu environnemental, peut-être que ça domine. Il y a quand même on sent une forte mobilisation, entre autres de la jeunesse, autour de ces causes-là. Peut-être que c'est le domaine qui fait exception, là, qui vient rejoindre les gens qui ont l'intention, qui ont le désir de s'impliquer. Peut-être que les autres causes sont moins attrayantes. Je ne sais pas s'il n'y a pas un phénomène de ce côté-là. Ça nous permet, en tout cas, de rester jeunes, là, parce que même si on est fait, notre CA n'est fait que de retraités, mais en ayant l'environnement en même temps comme zone d'intervention importante, là, ça nous greffe, c'est ça qu'on trouve intéressant, on se greffe à des organismes qui sont plus environnementaux et qui sont vraiment actifs encore, là, du côté de la jeunesse. Ça nous donne une chance. C'est ça, c'est Michel Saint-Pierre. Comme Simon l'a mentionné, une de nos préoccupations, nous, une des choses qui nous occupe beaucoup, c'est c'est la cause de la protection du territoire agricole et enfin les menaces des empiètements qu'on voit. Et je disais dans des derniers communiqués que vous avez faits, en tout cas un des derniers que j'ai vu, qui parlait d'espace Rabasca. Est-ce que c'est une nouvelle, pour vous, c'est une nouvelle préoccupation que celle du territoire? Parce que dans ce que vous avez mentionné, on parlait beaucoup d'impact au niveau, par exemple, municipal, mais est-ce que le territoire agricole est devenu finalement aussi une de vos préoccupations comme organisme? En fait, la question est très précise, une préoccupation du territoire agricole. Nous, on a depuis toujours une préoccupation sur la question de l'occupation du territoire. Bien sûr que le territoire agricole directement est inclus là-dedans, mais ça fait longtemps qu'on est préoccupé par, avec notre volet aménagement, là, la question du territoire agricole qui souffre depuis quand même plusieurs décennies là, d'une dévitalisation. On ne se cache pas là, que dans beaucoup de zones agricoles anciennes, il y a un exode. Et l'agriculture ne fait plus la ruralité du Québec. On sait, on connaît un peu les chiffres, là. L'agriculture, ça touche 5,7, à peu près 5-6% de la population rurale du Québec. Donc, les régions, il faut qu'ils réussissent à faire autre chose que de l'agriculture aussi. Et pour cela, notre point de vue, vu qu'on s'occupe beaucoup de patrimoine, on s'est toujours dit, une des façons pour les régions de demeurer vivantes et de demeurer dynamiques, c'est de demeurer belle, tu sais, sur le plan du paysage, sur le plan de l'organisation des villages, sur le plan de l'organisation du secteur agricole proprement dit. Donc, c'est sûr que le bâti patrimonial, ça a toujours été une préoccupation très importante depuis... Ça fait 40 ans qu'on se préoccupe de ça. C'est intéressant ce que vous mentionnez là, parce que toute la question de revitalisation, de mise en valeur du territoire agricole, c'est quelque chose dont on parle peu. On parle beaucoup, justement, des menaces d'empiètement qui sont souvent dans des espaces assez limités, mais on parle très, très peu, en fait, du fait qu'il y a beaucoup d'espaces qui étaient jadis agricoles, beaucoup de villages qui l'étaient. Il y a... Pour donner un chiffre assez gros et assez impressionnant, il y a 1 million d'hectares de terres agricoles qui ont été zonées et qui avaient, lors du zonage, les caractéristiques d'une terre, d'un territoire capable de produire, mais ce million-là n'est pas en production agricole. Alors, c'est véritablement un autre des volets, là. C'est pas juste une question de
protéger, mais c'est déjà quand même louable de vouloir protéger 250 ou 300 hectares, mais la mise en valeur d'1 million d'hectares, c'est pas rien non plus. Enfin, Michel, on doit s'arrêter, mais je comprends bien que la dévitalisation des régions, ça découle beaucoup de la dévitalisation de l'agriculture. Tout à fait. L'un entraîne l'autre. Écoutez, on s'arrête pour une brève pause et on va revenir avec la belle aventure de Giram qui fête cette année ses 40 ans. Merci. Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Les boulangeries Première Moisson vous invitent à découvrir leur grande variété de pains mettant en vedette les blés du Québec issus de l'agriculture raisonnée, laquelle est basée sur le respect du grain et de la terre. Toujours frais du jour et confectionné par des artisans boulangers, Première Moisson, une entreprise 100% québécoise. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Alors, nous sommes de retour à l'agriculture de demain où aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir M. Pierre-Paul Sénéchal, président de Giram. Giram, c'est peut-être un des plus, sinon le plus vieux groupe citoyen d'intervention, de réflexion, de pression aussi dans le milieu, dont Pierre-Paul nous expliquait un peu avant la pause que une des grandes préoccupations, c'est l'occupation du territoire, l'aménagement du territoire, et ça donne bien, ça rejoint aussi une des grandes préoccupations de l'Institut Jean Garon. Alors, bien sûr, occupation, aménagement du territoire, c'est sûr qu'il faut, à un moment donné, parler d'agriculture. Michel, tout à l'heure, mentionnait que, oui, il y a des grands enjeux comme la défense des terres des Sœurs de la Charité, 200 hectares près de Québec, mais en même temps, à la grandeur du Québec, il y a des millions d'hectares de bonnes terres agricoles ou de terres agricoles avec un certain potentiel qui sont sous-utilisées. Alors, c'est sûr que, à ce moment-là, Pierre-Paul, la préoccupation de l'occupation du territoire, elle a une dimension très agricole. Oui, mais nous, on n'est pas des spécialistes en politique agricole. On laisse quand même faire le ministère de l'Agriculture pour voir assez petit. Notre préoccupation est quand même un peu indirecte là-dessus. On se dit, bon, il y a une dévitalisation des régions ou des sous-régions agricoles. Une des façons de ramener du dynamisme, c'est de faire de ces régions-là des milieux attractifs
pour l'agriculture, mais aussi autre chose l'agriculture, parce qu'on sait très bien qu'avec la productivité, les nouveaux modes de production font en sorte qu'on a beaucoup moins besoin de fermes qu'auparavant. D'ailleurs, la situation s'est chargée de les réduire, là, la compétitivité étant là, mais nous, on intervient beaucoup sur la revalorisation du paysage rural et du bâti rural et l'organisation des villages. Et sur ce plan-là, c'est sûr qu'on s'occupe de beaucoup de cas de patrimoine rural, de paysage rural, et on essaie de recréer une certaine fierté là, de la ruralité. Par exemple, dans nos dernières interventions, toutes récentes, c'est Saint-Gédéon de Beauce, où là, le cœur du village était... vous allez me dire, on est encore en mode de défense, était attaqué par le conseil municipal lui-même. Là, on veut démolir l'école de la place, qui est en même déjà un centre multifonction dans lequel il y a les services municipaux. On veut vendre ça en promoteur immobilier, raser et repartir pour bâtir des condos. Mais des condos, pour qui? Il y a un manque souvent de réflexion en profondeur sur ce que doit être la ruralité du Québec. C'est pas en se défaisant de son patrimoine qu'on va devenir plus attractif. Je me souviens toujours du slogan de Jacques Proulx qui disait « On ne construira pas le développement dans un désert culturel et social ». La culture, autant pour les centres-villes que pour les campagnes, le fonds culturel, il est très important. Les sociétés qui sont prospères, c'est les sociétés qui ont misé beaucoup, beaucoup sur la culture. Et ça, c'est un de nos leitmotifs. D'ailleurs, tantôt, Simon, tu me demandais, est-ce que vous êtes en mode réactif ou vous avez des propositions? C'est sûr qu'on a réussi à faire démarrer des projets intéressants. Par exemple, à Saint-Vallier de Bellechasse, Pointe-Saint-Vallier, un immense domaine que nous, on a soutenu et on a tracé les fondements de ce projet-là. C'est le domaine de la Pointe-Saint-Vallier. On est un des grands artisans de ce projet-là. La Pointe de Martinière, comme parc urbain à Lévis, c'est, avec M. Gallon, lorsqu'il était maire, c'est quelque chose qui s'est fait en partenariat avec le Giram en partie. Actuellement, on est en train, et on espère beaucoup de ce côté-là, on rêve de, justement pour recréer une fierté de la ruralité, de l'agriculture, de créer au Québec un musée national de l'agriculture. Ça n'existe pas. Ça existe au Canada, il y en a à Ottawa, il n'y en a pas au Québec. On a le petit musée de la Pocatière qui est un musée régional, mais dans les interventions qu'on a faites il y a 2 ans, on a réussi à sauver 2 bâtiments très importants à l'ITAQ, à la Pocatière, que le gouvernement voulait démolir parce qu'on ne s'en servait plus. Et nous, on s'est mis à penser à un concept de musée avec des modules, qui ne serait pas un musée traditionnel et dans lequel il y aurait plusieurs facettes, là, dont les anciennes machineries agricoles, pour sauver cette mémoire-là et en faire un lieu touristique important qui sera en dehors des grands centres. On voudrait qu'il y ait un premier musée national qui sera en dehors de Québec, là, pour une première fois. Donc, on travaille là-dessus. Est-ce que ça va fonctionner? En tout cas, on essaie là, d'y mettre beaucoup de cœur de ce temps-ci. Je trouve ça, en fait, très intéressant, Pierre-Paul, l'importance de l'aspect culturel, patrimonial que tu soulignes, que Giram défend dans la vitalité des régions rurales. Alors, récemment, on a reçu un spécialiste de la Suisse, un Québécois qui a vécu longtemps en Suisse, qui nous expliquait que là-bas, les programmes de soutien à l'agriculture ne sont pas nécessairement basés seulement sur le volume de production ou les superficies en culture, mais sur toutes sortes d'aspects, dont la beauté des paysages, dont la sauvegarde des bâtiments. Il y a des soutiens gouvernementaux directs à simplement maintenir la beauté
du village, l'entretien des campagnes. Alors, c'est peut-être qu'on n'est pas encore rendu au Québec, mais il y a quand même présentement un débat autour d'une nouvelle politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Alors, le simple fait que la notion d'architecture soit dans le titre de ce projet de loi-là, est-ce que c'est pas là une source d'espoir qu'à un moment donné, il pourrait y avoir un changement de paradigme au Québec en ce qui a trait à l'aménagement du territoire? Pas juste de la production, mais aussi de la beauté. C'est une première avancée. On est content, enfin, parce que c'est quelque chose qu'on prône depuis plusieurs années. C'est des choses que j'ai discutées longuement avec Bernard Vachon, qui était un grand de la ruralité. Et on a passé nombre d'heures à discuter de ces choses. Écoute, l'émission de Serge Salle, je voudrais pas qu'on se quitte sans que tu nous dises un mot de votre nouvelle bataille, du nouveau combat que vous menez, qui est peut-être une reprise d'une ancienne bataille. L'avenir des terres qui ont été exclues de la zone agricole à l'est de Lévis, à la frontière de Beaumont, pour l'ancien projet de port méthanier Rabasca. Il y a encore de l'action de ce côté-là. Peux-tu nous en dire un mot brièvement? Il nous reste combien de temps, là? Il reste à peu près 2 minutes. Ah, mon Dieu! Donc, c'est un combat qui reprend, là. Nous, c'est un combat qu'on a mené en 2005 jusqu'à 2010. Brièvement, là, décrit, c'est un projet industriel qui devait s'établir en pleine zone agricole. Ils ont requis 277 hectares de belles terres agricoles pour implanter quelque chose finalement qui n'était pas si gros parce que l'équivalent de ce projet-là à Kakuna, il réclamait 25 hectares. Donc, il y a eu une procédure de dézonage inhabituelle. Un peu le genre Mirabel, on en prend 10 fois plus que nécessaire. Il en prend 10 fois plus que nécessaire. Ils s'en vont à la Commission de protection du territoire agricole. Ils sont refusés dans l'orientation préliminaire. La CPTQ demande d'autres précisions, bonifications. Ils sont à nouveau refusés. Donc, le gouvernement du Québec, d'autorité, en recourant à l'article 96, passe un décret. Mais pour ce projet-là en particulier... Je pense que c'est la première fois que cet article-là a été utilisé pour dessaisir la Commission de protection d'une décision et par décret exclure du territoire. Cette utilisation-là pour des compagnie privée est utilisée seulement 6 fois en 40 ans comme ici. Mais je pense qu'actuellement, le débat, c'est que le fédéral vient autoriser le port de Québec à acquérir les terres de Mirabel, ce qui vous inquiète beaucoup. Ce qui nous inquiète beaucoup parce que on connaît la fonction et la mission du port de Québec qui sont dans le vrac liquide et solide là, à 99,5%. Là, notre hantise, là, c'est de voir 277 hectares servir à de l'entreposage, comme on fait à Baie-de-Beauport, des poussières, éventuellement pas des conteneurs, mais des silos de pétrole, des silos d'hydrocarbures en général, comme illustration de beau gaspillage de terres agricoles, là. On ne peut pas trouver mieux. Alors, dans la défense des paysages, ce ne serait pas l'idéal. En face de l'île d'Orléans, à l'entrée d'un beau village qu'est Beaumont, et moi je connais le territoire, c'est une zone agricole magnifique avec des perspectives, des belles vues sur le fleuve, l'île d'Orléans, les montagnes. Alors, je pense qu'il y a une belle bataille à mener dans l'idée, dans la perspective de préserver la beauté des paysages et la vitalité des régions du Québec à travers la beauté. Oui. Alors, merci beaucoup, Pierre-Paul. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Longue vie à Giram. Je pense que vous faites un travail formidable. Et on aura peut-être l'occasion de se reparler plus tard du dossier Rabasca lorsque ce sera plus avancé, qu'on en saura plus. Parce qu'actuellement, c'est surtout des questions qui se posent. Qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là? On le sait pas. On a posé les premiers gestes, là, mais on ne sait pas comment l'avenir va se définir. Là. D'accord. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.